Bonjour, bienvenue sur Investor TV dans notre émission Idées de placement où les professionnels de la finance, de la gestion de patrimoine viennent nous partager donc leurs idées de placement. Aujourd'hui, c'est Enzo Allo, le président de Crypto Patrimoine, qui est venu nous faire un petit point d'actualité sur comment investir donc dans la crypto-monnaie. Enzo, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, d'abord par la présentation de Crypto Patrimoine. Volontiers. Alors Crypto Patrimoine existe depuis maintenant un peu plus de 3 ans et en fait c'est assez simple, on est spécialisé dans les actifs numériques, donc conseiller en investissement, et donc on peut accompagner nos clients de la formation au conseil à la gestion spécialisée sur actifs numériques. Et là on accompagne par exemple des clients corporate, on forme des grandes banques, que ce soit sur le middle, le back et le front office, et nos clients particuliers, puisqu'on n'investit jamais dans ce qu'on ne connaît pas. C'est une des règles de base, et donc c'est toujours mieux de pouvoir un petit peu comprendre les tenants, les aboutissants de la construction d'une poche d'allocation, enfin, vraiment d'actifs numériques dans un patrimoine, parce que ça peut impacter beaucoup. Vous avez un plancher minimum pour recevoir conseiller ces clients particuliers? Alors chez nous, le minimum d'investissement est à 50 000 euros. Après, on peut voir selon certaines conditions pour pouvoir prendre parfois un petit peu plus bas. Pourquoi? Tout simplement, la raison elle est assez simple, c'est-à-dire qu'on considère ces actifs comme les plus risqués aujourd'hui. Et donc, en mettant des règles internes de contrôle interne et en obligeant à ne pas dépasser par exemple 5% ou 10% du patrimoine de nos clients en actifs numériques, ça fait qu'on demande déjà à nos clients d'avoir un demi-million en valeur mobilière. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir travailler confortablement, dormir sur nos deux oreilles quand on recommande des produits risqués à des clients plutôt patrimoniaux pour le coup. D'accord. Ouais. Alors, la première question crypto-monnaie, c'est un peu fromage de dessert, Bitcoin ou Ether? Ou autre éventuellement? Eh bien, pour le coup, difficile à répondre puisque les deux ne remplissent pas les mêmes rôles du tout. On voit vraiment Bitcoin, moi je le mets à part et ensuite on a tout le reste. C'est-à-dire que Bitcoin a un rôle, un usage de conservation de valeur, de transfert de valeur, d'unité de compte. Et vous avez les autres comme Ether qui servent à pouvoir construire des applications sur ces réseaux. Donc les stratégies lorsqu'on investit soit sur Bitcoin ou sur Ether sont complètement différentes. Le mieux, selon moi, c'est d'avoir un petit peu des deux. Bitcoin en majeur, nous c'est notre politique chez Crypto Patrimoine, puisque en fait, ta raison elle est assez simple. S'il y en a une qui existe et qui est en haut du tableau depuis le début, c'est Bitcoin, qui est resté en top 1. Le reste, ça évolue un petit peu. Si on regarde le top 10 de 2010, le top 10 de 2015, le top 10 d'aujourd'hui, bon, il y a un peu plus de mouvement. Et donc, quand on veut avoir une position assez long terme, aujourd'hui, ce qu'on trouve le plus sécuritaire dans ce monde risqué, c'est d'avoir du Bitcoin. D'accord. Alors, apparemment, le côté spéculatif, donc les crypto-monnaies servent à certains usages. Aujourd'hui, en matière de finances décentralisées, quels sont les projets prometteurs des prochains mois? Alors, en ce qui concerne les projets prometteurs, nous, on évite d'être un petit peu trop en amont de ce genre de projet. Pourquoi? Alors aujourd'hui, c'est plutôt lié à la macroéconomie sur la finance décentralisée. Avec l'augmentation des taux, aujourd'hui à peu près à 4%, avec un livret A à 3%, on considère, c'est notre politique interne, que rajouter une couche de risque en utilisant des protocoles de finance décentralisée, aujourd'hui on voit un peu moins la chandelle qu'il y a encore 1 an et demi, on avait des taux d'environnement à zéro. Donc quand avant on pouvait sortir à partir, 6-7% sur des stablecoins, ça pouvait être intéressant puisqu'on n'avait pas d'intérêt autre part, les obligations, les produits structurés, c'était très compliqué. Eh bien, aujourd'hui, selon nous, un peu moins d'intérêt. Et tout ça, c'est quand on regarde, on va dire, le couple rendement-risque. Si je veux utiliser ce genre de protocole DeFi, il me faut des stablecoins, plutôt risqués. On l'a vu récemment puisque les réserves ne sont pas tout à fait, on va dire, estampillées ou vérifiées, etc. Et en plus, vous utilisez des protocoles qui n'ont généralement pas été audité et fait par des professionnels de la finance. Donc, la couche de risque que vous rajoutez sur quelque chose qui est censé être liquide comme du monétaire vient, selon moi, trop désagréger le couple rendement-risque pour le coup. Donc, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas dans nos portefeuilles, en tout cas, de projets sur de la DeFi. On a plutôt réalloué sur des projets qui ont de la liquidité, qui, en fait, montrent leurs preuves. Alors, effectivement, les espérances de gain sont un petit peu moins élevés que quand on va aller acheter un token ou une crypto qui n'est pas encore valorisée. En revanche, on a on va dire une chance de perte totale qui reste plus limitée. Voilà, c'est ça. Et comment l'inflation affecte le cours, donc les fluctuations des cryptos? Aujourd'hui, on va dire que le marché
selon moi, résiste plutôt bien. On a des craintes sur le marché immobilier, on a un peu une baisse de la croissance en août en Europe, on a une contraction de la croissance en Chine également. Donc on n'est toujours pas sorti vraiment de cette affaire de Covid, de remontée des taux, etc. Donc je pense que les investisseurs sont plutôt attentistes. Aujourd'hui, on est à peu près à 24 000 euros sur Bitcoin. Il faut savoir que Bitcoin, historiquement, n'est jamais resté entre 20 et 30 000. Donc là, aujourd'hui, on construit des points de résistance vers 24 000. Précédemment, c'était plutôt aux alentours de 27 000. Qu'est-ce qui peut faire que ça bouge un petit peu à la hausse ou à la baisse? Selon moi, c'est la validation des ETF Bitcoin en direct par la Securities Exchange Commission, pour le cas par exemple de BlackRock, de Fidelity, de Grayscale. Ça avance dans le bon sens pour le coup. C'est ce qui pourrait selon moi donner le prochain coup de fouet et décorréler un petit peu le marché des cryptoactifs comparé au marché traditionnel. Est-ce que les évolutions donc, réglementaires en continuent, que ce soit au niveau mondial ou européen, aussi de l'influence? Pour moi, absolument important, puisque c'est ce qui va faire que les institutionnels pénètrent ce marché. C'est eux qui détiennent le plus d'argent, tout simplement. Donc à partir du moment où on permet à des grandes banques, à des sociétés de gestion, des family office, d'avoir une vision, que ce soit sur la conformité, le contrôle, la fiscalité, eh ben, ça peut leur permettre de se dire, bon, ben, ok, c'est peut-être le moment d'y aller, surtout que comme on le disait juste avant avec BlackRock et d'autres grosses sociétés de gestion qui y vont, ça ouvre un petit peu la voie, on va dire, de manière mondiale. En tout cas, ça suscite des intérêts. Donc moi, je vois ça d'une manière très positive. Le plus on calque la réglementation traditionnelle sur les actifs numériques, le plus on professionnalise l'écosystème, on le rend crédible et donc périn. Et pour la suite, forcément, en termes de valorisation... Pour ces raisons, vous voyez une augmentation tant à court terme qu'à moyen terme des cours. Ça pose quelques problématiques, on va dire, pour les sociétés qui veulent exercer du conseil ou de la gestion ou proposer des produits d'actifs numériques, puisque ça demande de se former sur tous ces métiers de la conformité, puisque depuis 2017, ce soit MiFID II ou même la crise de 2013, 2008, 2009, la conformité en a pris des gros coups en termes de bancaire, avec toutes les différentes réglementations. C'est normal que les actifs numériques un petit peu se calquent là-dessus, que ce soit sur l'origine de la fortune, la lutte anti-blanchiment d'argent, financement du terrorisme, qui sont, on va dire, pour tous les conseils d'investissement un peu la base dans tous les cas. Donc c'est simplement un rattrapage. Selon moi, d'ici 3 ans, ce sera même plus un sujet. En fait. Alors, après les déboires de certaines plateformes, qu'est-ce que vous conseillez pour détenir, stocker ces cryptos? Alors, effectivement, il y a toujours une manière qui est la plus, on va dire, sécuritaire, c'est de pouvoir détenir soi-même ses actifs numériques. En revanche, ça pose d'autres problématiques, c'est-à-dire qu'on possède sa propre clé. Il ne faut pas la perdre, il ne faut pas perdre les codes. Exactement, si je perds ma clé, je perds tout mon argent. Il y a eu aussi le cas d'un influenceur hier, un Brésilien, qui a révélé sans faire exprès sa clé privée en plein live sur Internet et dans la minute s'est fait siphonner 60 000 $ dans son portefeuille. Donc même chez les professionnels, ou en tout cas les plus aguerris, on continue de faire des erreurs. Si on doit donner des conseils à des personnes qui souhaiteraient être leur propre dépositaire et donc par exemple avoir une clé Ledger ou un MetaMask, ce genre de choses, c'est de sécuriser cette clé. Pourquoi pas la mettre dans un testament également, voir ça avec un notaire, la mettre dans un coffre-fort, expliquer à ses parents, à son ami, à sa famille qu'on possède ce genre de choses, puisqu'en fait, c'est toujours dans des cas les plus malheureux, j'ai envie de dire, que c'est là qu'on se rend compte qu'on ne s'est pas préparé. Tout ça, ça se permet de se préparer un petit peu sur la transmission. Donc une clé physique, mais avec les précautions d'usage. Après, effectivement, il y a quelques, on va dire, sur des plateformes d'échange, quelques problématiques qu'on a eues surtout avec FTX, c'est-à-dire que, pour moi, c'est un petit peu symptomatique de l'immaturité du marché. Le cas FTX, c'est une société qui a 3 ans, qui est valorisé des milliards, qui est créé par un trentenaire qui vient de la tech et non pas de la finance, et donc qui n'a pas les mêmes réflexes en termes de conformité, de contrôle. Et là, il y a une news qui est apparue cette semaine, comme quoi avec l'argent, les dépôts des clients, il y avait eu un yacht d'acheter pour un montant de 3 millions de dollars, ou des appartements achetés pour les collaborateurs de la société. Donc, c'est encore une fois, plus la réglementation sera alignée, plus il y aura du contrôle interne dans ces sociétés. Donc là, je pense à BAL 2, BAL 3, typiquement, sur des ratios d'emprise que normalement ce type de sociétés doivent respecter. Donc pareil, ça va s'assainir tranquillement. On voit déjà qu'il y a encore quelques années, quand il y avait des événements comme cela, ça créait beaucoup de volatilité. Aujourd'hui, ça crée de la volatilité quelques jours, et puis ensuite, ça se restagne. Donc le marché mature, mais bon, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Parfait. Enzo, merci pour être venu nous partager votre expertise. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles idées de placement. Merci.